Bienvenue sur Horrat, l'émission féministe hebdomadaire de M24. Le féminisme, comme je vous le rappelle souvent, veut dire simplement davantage de droits et d'égalité avec les hommes, davantage d'émancipation et de liberté, mais aussi davantage de responsabilité. En bref, une femme doit être au même titre qu'un homme considérée comme un individu à part entière. Aujourd'hui, nous allons parler de santé des femmes, de grossesse non désirée et des drames liés aux avortements clandestins. Car l'avortement au Maroc est interdit par la loi, sauf si la santé de la mère est menacée. Qu'est-ce qu'on entend par santé? Santé mentale, santé physique? Que fait-on pour les grossesses issues de viols, d'inceste, etc. Je reçois pour en parler Chafiq Cheraibi, professeur en gynécologie obstétrique et président de l'AMLAC. Chafiq Cheraibi, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de Horrat. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Alors, vous êtes professeur, gynécologue. Qu'est-ce qui vous a poussé au départ de choisir cette voie en tant que médecin? Oh là là, on m'a souvent posé cette question et vraiment, je voulais faire une spécialité qui a un rapport avec les femmes parce que je peux le dire, je suis très féministe. Je veux essayer de sauver certaines femmes du péril, je veux aider certaines femmes. Et la gynécologie obstétrique est vraiment la spécialité qu'il faut. Et vous aimez donner la vie aussi, parce que ça doit être mais toujours un beau moment. Mais bien entendu, donner la vie. Moi, j'ai travaillé dans un hôpital public, dans un CHU, et je crois qu'on en a donné à quelques milliers la vie à quelques milliers d'enfants. Vous êtes le papa virtuel de plusieurs Absolument. nourrissons. Eh ben, écoutez, non pas le papa maintenant, mais le grand-papa, le grand-père, oui. Parce que ça me fait plaisir des fois de rencontrer, de voir des filles que j'avais accouchées et qui maintenant réaccouchent et que j'ai réaccouché. Tout récemment, j'ai réaccouché une fille que j'ai accouchée il n'y a pas très longtemps et que là, elle-même, elle est maintenant... Et donc, je suis un grand-père gynécologique. Oui, c'est pas mal. Même si je ne suis pas encore dans la vie. Alors, vous êtes donc un papa gynécologique, mais en 2008, vous avez décidé donc de créer l'AMLAC, l'Association marocaine de lutte contre l'avortement clandestin, dans le but de plaider pour la légalisation de l'intervention médicalisée. Alors, il n'y a pas de chiffre officiel, pourtant vous avancez souvent celui de il y aurait entre 600 et 800 avortements clandestins par jour. C'est énorme, un peu effrayant. Oui, on a l'impression que c'est énorme. C'est sur quelle base écoutez, c'est vrai qu'on ne peut pas avoir des chiffres exacts parce qu'on ne peut pas aller demander à des médecins ou à des faiseuses d'anges combien d'avortements vous avez fait aujourd'hui. Ça, c'est certain. Mais on a fait une étude. Moi, quand j'étais au CHU, j'avais beaucoup d'étudiants, des thésards, des étudiants en médecine et aussi des sages-femmes qui préparaient, ou des infirmières qui préparaient leur mémoire. Donc j'ai pris une dizaine de jeunes filles et on a décidé d'aller au niveau d'un certain nombre de cabinets de gynécologie. Elles se faisaient passer donc pour des jeunes filles enceintes et donc elles se mettaient dans la salle d'attente. Elle voyait un petit... Et puis elle discutait avec toutes les personnes qui arrivaient, etc., qui voyaient combien venaient pour faire leur... C'est une enquête un peu empirique. C'est une enquête, oui, c'est une enquête, parce qu'on n'avait pas d'autre choix. Ça, d'une part. Donc ça nous a donné une idée déjà sur combien de gynécos faisaient les avortements et combien ils en faisaient par jour. Et puis aussi, par les complications qu'on recevait à l'hôpital. Parce qu'on sait que l'avortement donne un certain pourcentage de complications. Donc, s'il y a autant de complications, c'est qu'il y a autant d'avortements. Donc, c'est ce qui nous a fait estimer le chiffre à 600 ou à 800 par jour. Parce que rien qu'à Rabat, on a estimé à peu près 50 avortements par jour, et vous me direz que c'est un minimum. D'accord. Parce que, vous savez, il y a une centaine de gynécologues, et il n'y a pas que des gynécologues, il y a des généralistes, il y a des chirurgiens, il y a beaucoup de gens qui peuvent faire. Et puis beaucoup de gens qui pratiquent cette pratique. Si je vous dis seulement une cinquantaine, c'est un grand minimum. Si nous allons vers Casablanca, qui fait 3 fois plus, la population, le problème, etc., il doit y avoir 100 à 150. Alors déjà, entre Rabat et Casa, il doit y avoir 150 à 200. Alors si on extrapolait sur Marrakech, Tanger, Fès, Meknès, enfin toutes les villes du Maroc, vous concevrez avec moi qu'on est bien
à 600 ou à 800 avortements par jour. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé, donc vous, gynécologue, médecin, vous donnez la vie en général, à créer l'AMLAC en 2008? Alors, justement, je vous assure que c'est quelque chose qui me fait tellement mal de voir des jeunes filles, des mamans, des parents amener leur enfant. Ils vous supplient parce que leur enfant est tombé dans le piège d'une grossesse non désirée, soit par un viol, soit par inadvertance, soit par également, vous savez, une femme peut également prendre une contraception et malgré cela, elle peut tomber enceinte. Vous savez qu'elle peut même avoir fait une ligature des trompes et malgré cela, elle tombe enceinte, elle peut avoir le stérilet. Il y a aussi celles qui viennent... Ça s'appelle des accidents en général. Des accidents, oui, mais les accidents, on en voit tous les jours. Et puis aussi celles des couples qui désirent leur grossesse, mais à qui on fait une échographie, on trouve qu'il y a une malformation fœtale grave. Et ils vous disent, docteur, on ne peut pas... C'est impossible qu'on puisse prendre en charge un enfant lourdement handicapé. Et puis aussi des mamans qui amènent leur fille qui est elle-même handicapée mentale et que n'importe quel individu sans scrupule pourrait lui tourner autour et abuser d'elle. Et donc, elle se retrouve enceinte. La maman qui amène... J'ai eu ces cas-là, mais j'en ai eu mais pratiquement tous les jours des cas dramatiques. Et on avait les mains liées. On leur disait, non madame, je ne peux rien faire pour vous. C'est seulement si votre santé ou votre vie est mise en jeu. Et je vous assure que souvent... Et sans parler des procédures aussi qui sont liées. Oui, parce qu'il faut absolument. aussi rappeler ces procédures, parce que si la santé est effectivement menacée, il y a quand même tout un arsenal administratif. Il faut prouver, il faut qu'il y ait autorisation ou au moins aviser le médecin-chef de la préfecture. Et puis l'article de loi, et on arrivera à la loi tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Parle de l'accord, du consentement du mari. Cela suppose que la personne est mariée. Enfin, la loi, elle est un petit peu... inapplicable. Elle doit être absolument revue, hein, parce que ce n'est pas normal qu'on laisse une loi qui date, parce que déjà, la loi date depuis la Deuxième Guerre mondiale. Oui. C'est une loi qui est très française. Oui. Où, Comme et la Deuxième Guerre mondiale, parce que la France, nous, on suit la France, avait perdu beaucoup d'hommes et de femmes. Et donc, et la contraception et l'avortement étaient interdits. Et puis, progressivement, ça a évolué jusqu'à ce qu'en 1974, bon, bien sûr, déjà, la contraception n'était plus interdite. En 1974, l'avortement n'était plus interdit, etc. On parle de la Alors France, qu'au là. Maroc, aussi, qui suivait la France donc depuis la Deuxième Guerre mondiale, en 1900... Alors, pour la contraception. c'était donc pour la contraception, ça s'est libéré. Et aussi, c'était avant 61, c'était seulement quand la vie de la femme est mise en jeu. On ne parlait pas de santé, parce que la vie de la femme est mise en jeu. Mais après 61, la loi a quand même changé un petit peu, et a ajouté la santé. Donc ça veut dire que c'est possible de changer une loi. Absolument, absolument. Mais alors possible. vous qui travaillez donc dans ce domaine depuis presque 15 ans, que vous militez pour la médicalisation de cet acte qui, rappelons-le, n'est pas toujours un acte qui est choisi avec plaisir. Avec joie, absolument. C'est quelque chose pour lequel on est peut-être contrainte, on n'a pas le choix. Et donc vous essayez de sensibiliser, de communiquer sur les risques et les conséquences de l'avortement clandestin. Pourtant, vous refusez cette casquette de, entre guillemets, monsieur avortement. Tout à fait. Et vous avez même dit, j'ai lu ça, je ne sais plus, que j'aurais préféré qu'il n'y ait pas d'avortement. Tout à fait, tout à fait. Bon, je veux juste aussi ajouter une phrase. Pourquoi j'ai tenu donc à militer aussi pour ça? C'est parce que non seulement donc je voyais les situations en amont, mais je voyais des situations aussi en aval. Des personnes qui allaient se faire avorter ailleurs et qui nous venaient au niveau de la maternité avec des situations catastrophiques, des délabrements génitaux, des infections graves, des septicémies, des tétanos, des intoxications aiguës. Donc parce en fait, que c'est des personnes... interdire n'est pas une solution, puisque... Ce n'est pas de puisque toute façon, ces femmes le font dans des manières absolument atroces. Absolument, absolument. De toute manière. La loi est très stricte. Est-ce que ça a fait baisser? Au contraire. Ça n'a pas fait baisser le nombre d'avortements.
Bien au contraire. Et moi, je le dis toujours, que trop de lois tue la loi. Véritablement, moi, je pense qu'on devrait mettre une loi qui soit en adéquation avec la société moderne dans laquelle nous vivons, avec la réalité avec laquelle nous vivons, parce que de toute manière, ce sont des choses que l'on voit, que l'on verra toujours, qui n'existent pas seulement chez nous, elles existent partout dans le monde. Une grossesse est vite arrivée. Nous avons une forme d'hypocrisie aussi. Voilà, une grossesse est vite arrivée. À n'importe qui peut tomber enceinte. Même une femme mariée, je dis bien mariée. Imaginez une femme à 45, 46, 47 ans qui se dit à mon âge, je ne vais plus avoir d'enfant parce que ça y est, je suis arrivé en périménopause. Qui est enceinte. Oui, ou en périménopause. Et puis finalement, elle tombe enceinte. Et je vous assure, elle vient dans un état, elle vous dit, docteur, est-ce qu'à mon âge, encore, on peut faire une grossesse? J'ai honte de moi, j'ai honte de mes enfants, j'ai honte de mes petits-enfants. Est-ce que... Moi, ma fille est actuellement enceinte. Je ne vais pas être enceinte. C'est des choses que les femmes... C'est quand même quelque chose qu'il faut absolument... Il faut répondre à ces situations-là. Et puis aussi, comme je vous disais, celle qui fait quand même ce qu'il faut pour ne pas tomber enceinte, et pourtant elle tombe dans ce piège. Mais moi, justement, je veux rebondir sur cette question, parce que, bon, c'est vrai, l'AMLAC milite pour ou contre donc, ces avortements clandestins. Mais est-ce que vous n'avez pas pensé aussi à ce volet qui est finalement aussi très important, celui de la prévention, la contraception? Vous me dites que oui, on peut tomber enceinte avec une pilule, avec un stérilet, avec un préservatif, qui généralement est de la responsabilité des hommes. Sachant que ces derniers sont juste contre l'avortement et prennent rarement leurs responsabilités en cas de grossesse non désirée. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire aussi à ce niveau-là? Je suis absolument d'accord avec vous. L'éducation sexuelle est importante, non? Tout à fait, Madame Sakhri, tout à fait. Comme je disais, on doit donner la possibilité de faire un avortement dans de bonnes conditions, parce que de toute façon, celle qui a une grossesse non désirée, absolument non désirée, elle va tout faire pour aller faire un avortement, elle ne va pas le faire dans de bonnes conditions, mais aussi, il faut que ça soit encadré. Il faut que ça soit encadré. Ces avortements qui seront faits dans des conditions médicalisées, dans les règles de l'art, mais aussi, et je reviens à ce que vous étiez en train de dire, bien entendu, il faut qu'il y ait de la prévention. La prévention est très importante. Et la généralisation de l'éducation sexuelle. Parce que là, oui, la prévention par l'éducation sexuelle. Parce que là, ça ne sera plus tabou de parler sexualité. Parce que maintenant, la sexualité est tabou. Les jeunes filles ne peuvent pas parler ni à l'école, ni dans les associations, ni avec les parents, dans la famille, de leur sexualité. Et donc, elles sont complètement... et là, vous savez, c'est là où le problème... Mais il y a aussi un problème... Vous savez que, excusez-moi, juste, j'ajoute une phrase. Les pays où l'avortement est légal, où il y a une ouverture d'esprit, une ouverture du dialogue, ont beaucoup moins de grossesses non désirées que chez nous. Parce que c'est des personnes qui ont une éducation sexuelle. Alors justement, il n'y a pas seulement cette forme d'éducation, mais aussi la compréhension. Je me souviens récemment, enfin il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré une jeune femme qui était mariée et qui pensait que prendre la pilule, c'était uniquement le jour où on avait un rapport sexuel. Oui. Donc il y a aussi une méconnaissance. C'est ça. Et donc tout cela revient à un manque d'éducation sexuelle. Donc voilà, donc on dit, alors là, il y a quelque chose à faire, il faut expliquer. Alors c'est le rôle de qui? Absolument, c'est le rôle de la société, parce que tout le monde ne va pas avoir un médecin, et surtout pas un gynécologue. Gynécologue, c'est déjà très mal, si une fille va voir un gynécologue, c'est que là, elle a des... Est-ce que ça continue, ça, cette image? Oui, bien sûr. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un recul ou pas, non? Est-ce que... Recul, non. Vous qui avez 40 ans Il y a recul en matière d'avortement, de pratique d'avortement. Oui, il y a maintenant un recul, beaucoup de médecins. Parce que là, depuis un certain temps, nous, on pensait que les choses allaient avancer, alors que là, au contraire, on commence à voir de plus en plus des médecins mis en prison et des personnes... Non, je et comprends. donc, beaucoup de médecins commencent à faire marche arrière et ne veulent plus faire. Moi, je parle pas ça, de... c'est leur droit. J'ouvrais juste le débat sur cette discrimination qui peut exister à l'égard
homme qui est gynécologue. C'est-à-dire, est-ce que les femmes aujourd'hui hésitent parce que leur mari ne veut pas Oui, ou parce que vous êtes un homme? Est-ce qu'il y a, bien entendu, il y a ce problème? mais de plus en plus. Oui, Donc- et c'est donc là où il y a voilà. le recul. C'est ce que je voulais Oui, vous dire. Oui, ben, beaucoup de femmes ne vont pas voir un homme gynécologue, un gynécologue homme, parce que leur mari ne veulent pas. Et il y a beaucoup de femmes qui même préfèrent aller chez des gynécologues femmes. C'est pour cela que d'ailleurs, les gynécologues femmes marchent mieux que les gynécologues hommes. Et ce n'est pas une question de compétence. Non, c'est une bien question sûr. Donc là, voilà. c'est une question de chemin, Et en plus, beaucoup de femmes voilées, gynécologues, marchent encore mieux. Parce que les hommes préfèrent qu'ils aillent chez ce genre de femmes. Parce que Donc il y a une grosse oui, donc là, ça continue, campagne d'éducation à mener sur tous les plans. Au fait, chez les gynécologues hommes, certaines vont bien sûr continuer à aller chez les gynécologues hommes, et surtout quand il s'agit de la grosse chirurgie peut-être, ou il s'agit de choses, mais le plus souvent, elles préfèrent plutôt les femmes. Alors, pour revenir donc à la question de l'avortement, donc, et à la loi, au Maroc, seul l'avortement pour protéger la santé de la mère est légalement permis. C'est l'article 453 du Code pénal. La vie et la santé. La vie et la santé, d'accord. Alors, c'est quoi cet article? Qu'est-ce qu'il signifie? Et pourquoi faut-il qu'il évolue? Je sais que vous avez déposé il y a plus de 6 ans un projet de loi qui semblerait a été adopté en Conseil de gouvernement, mais depuis, il ne se passe plus rien. Oui, alors bien sûr, c'est pas moi qui l'ai déposé, ce projet de loi. Moi, je suis qu'une personne et qu'une Mais il y avait eu une lueur d'espoir à l'époque? Oui, là, c'était grâce à l'intervention de Sa Majesté le Roi, où après, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais participé à un grand reportage de France 2, envoyé spécial. Vous avez été démis de vos fonctions? Suite auquel, Benkiran, je ne comprends toujours pas pour quelle raison il m'a démis. Il a demandé au ministre de la Santé, Louardi, de me démettre de mes fonctions. Et suite à ça, il y a eu une véritable... il y a eu un soutien. Mais vous avez été soutenu par les médias. Énormément, par les médias d'abord, c'est certain, et je les remercie. Infiniment, parce que jusque-là, les médias ont toujours compris ce que je cherchais. Je ne suis pas un avorteur, et vous allez le dire, et vous avez bien dit, je ne suis pas pour l'avortement. J'aurais aimé qu'on vive dans un monde magnifique, où il n'y ait pas de grossesse non désirée, où il n'y ait pas d'avortement, et que tout se passe dans le meilleur des mondes. Mais malheureusement, les grossesses non désirées sont là. Elles arrivent à tout le monde. Donc, on est obligé, il faut trouver une solution pour ces personnes-là. Mais bien entendu, j'aurais aimé, c'est pour cela, vous m'avez posé tout à l'heure la question, vous n'aimez pas le mot « monsieur avortement » Non, parce que je ne suis pas pour l'avortement, mais je suis pour la santé de la femme. Je suis pour que, si une grossesse non désirée survient, eh ben, qu'on puisse lui donner la possibilité de faire cet avortement dans la dignité. Et dans des conditions sanitaires. Voilà, dans la dignité, cela veut dire dans des conditions sanitaires. Pas une femme qui se trouve obligée d'abord de se débrouiller une certaine somme d'argent pour aller le faire, qui va avec la honte sur le visage, je ne sais pas où, pour faire cet avortement. Cet avortement va être fait en cachette, pas dans de bonnes conditions de santé, c'est-à-dire dans un petit cabinet médical que j'appellerais un KGB, sans un véritable anesthésiste, sans un sepsie, sans bloc opératoire à proximité, et donc avec tous les risques du monde. Alors vous me dites, vous êtes contre l'avortement, donc ce que je comprends, c'est que vous n'êtes pas pour que les femmes décident entre elles et elles-mêmes. Et je sais bien que nous ne sommes Comment pas ça, encore... on n'est pas pour les femmes? Ah non, c'est-à-dire qu'ils décident... On n'est pas encore dans ce débat, encore aujourd'hui, de mon corps m'appartient. Donc, ce n'est pas le cas. Nous, là, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de cas... Santé. Alors, quels sont ces cas qui figurent dans ce projet de loi? Et en quoi est-il encore insuffisant à vos yeux? Alors, donc, après l'intervention de Sa Majesté, il y a eu donc un projet de loi qui a été constitué qui donne le droit d'avorter en cas de viol, d'inceste, de femmes qui ont un handicap mental et aussi en cas de malformation congénitale. 4 situations. Ces 4 situations, certes, on les voit.
mais elle représente à peu près 10% de ce qu'on voit en réalité. Mais la santé, justement, cette notion de santé, selon l'OMS, ça implique aussi bien la santé physique, bien entendu, que la santé psychologique ou mentale. Tout à fait, c'est à ça que je vais en venir. C'est que la santé... Alors là, donc ce projet, il dit donc les 4 situations, et aussi quand la vie ou la santé de la femme sont mises en jeu. Mais de quelle santé parle-t-on? Justement, c'est ça, où la santé, ce n'est pas parce que les gens pensent que la santé, c'est quand une personne est malade physiquement, elle a un cancer, elle a une cardiopathie, elle a une néphropathie, elle a une maladie grave, et donc elle ne peut pas supporter la grossesse. Mais la santé, ce n'est pas cela. La santé, telle qu'elle est définie par l'OMS, c'est un état de bien-être physique, mais aussi psychologique et social. Cela veut dire que s'il y a une grossesse qui va retentir psychologiquement sur cette femme pourrait aller même au suicide. Mais j'ai vu plein de tentatives de suicide. Celles qui vivent mal une grossesse. Oui, ou qui ne trouvent pas qui les faire avorter. Elles ne trouvent pas les moyens, ne trouvent pas l'argent. Ou qui se retrouvent à 4 mois, ne savaient pas qu'elles étaient... Là, j'ai vu dernièrement, c'est ça justement, là encore, j'ai envie de le dire, et j'ai envie de... Tous les jours, je suis contacté par des gens avec mon téléphone, sur WhatsApp, sur Facebook, sur n'importe quel support. Monsieur, on voudrait faire un avortement, mais il se trompe de personne, il tape à la mauvaise porte, parce que... Vous n'avez pas un carnet d'adresse, vous? Non, absolument, non. Justement, il faudrait qu'ils comprennent que moi, je suis en train, et c'est ce que je leur dis, moi je suis en train de militer contre l'avortement clandestin. Quand l'avortement sera légalisé, je le ferai avec plaisir. Enfin, avec plaisir, non. Mais je le ferai quand même, à ce moment-là, dans les règles de l'art. Je le ferai en mon âme et conscience. Mais là, j'ai pas envie de le faire dans les conditions, les mauvaises conditions qu'il y a, et aussi de m'exposer à être mis en prison. Parce que on peut te tomber dessus à n'importe quel moment en faisant un avortement. Justement, donc, est-ce que vous ne pensez pas que finalement cette question d'avortement, qui aujourd'hui, en fait, figure dans le code pénal, est-ce que c'est pas un peu absurde? Parce que toutes ces situations que vous avez énumérées, dans le code de la famille, vous avez énuméré ces situations qui relèvent du domaine ou du champ de compétences des médecins. C'est un médecin qui peut estimer que la femme effectivement a des soucis psychologiques ou a des soucis de santé. Donc, pour que ça soit finalement bien appliqué, bien encadré, ce projet de loi qui n'a pas encore été abouti, devrait peut-être aller dans ce sens. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous me dites que vous avez vu à ce sujet le ministre de la Justice, M. Ouabi, oui, effectivement, je l'ai vu parce que ce projet de loi donc, qui a été adopté, comme vous avez dit, en mai 2016, et qui théoriquement devait passer par la suite au Parlement pour qu'il soit discuté, puis voté en plénière, et passer à la deuxième chambre, et puis enfin qu'il sorte. Eh bien, au contraire, et c'était à cause du PJD, ça j'en suis absolument persuadé, il a été pris, il a été mis dans un tiroir. Et on n'en a pas discuté pendant plusieurs années. Jusqu'à 2018, où j'avais envoyé un courrier officiel à M. Saad El-Othmani, en tant que chef du gouvernement, qui était médecin, pour lui dire, qui est toujours médecin. Oui, qui lui a toujours été relativement souple par rapport aux autres, à tous les autres du PJD. C'était le seul qui avait quand même une vision un peu plus souple que les autres. Et il m'avait dit non, il va être discuté au Parlement. En effet, il a fini par être discuté au niveau des commissions. Et j'ai été en contact avec la commission. Mais c'était quelle commission? C'était la commission de la justice qui s'occupait de ça. Mais en même temps, ils l'ont introduit... Est-ce qu'il y a des médecins dans cette commission? Mais absolument pas du tout. Pas du tout, sauf s'il n'y a que des députés dans cette commission. Parce qu'aujourd'hui... C'est que justement, j'aurais souhaité que cette commission convoque des médecins, des gens, voilà. Alors que c'est moi qui m'imposais à cette commission par des connaissances. Est-ce que je peux voir telle personne? Est-ce que je peux voir telle autre personne? Et j'allais, j'ai milité, j'ai invité aussi à l'extérieur telle ou telle personne influente de la commission pour lui expliquer. Mais justement, la commission doit
inviter, Écouter. écouter, et puis voir. Et alors aujourd'hui, est-ce que vous êtes optimiste? Alors justement, c'est la raison pour laquelle j'ai été voir, puisque je reviens là maintenant à M. Wahbi. Donc finalement, le PJD n'a rien fait dans ce sens, et je me suis dit, bon, basta, je crois qu'on ne peut rien attendre du PJD. Et c'est pour cela qu'on a voté pour le RNI et le PAM. Et ils sont dans la majorité, ils ont une majorité assez large, confortable, et je me dis, oui, à ce moment-là, je pense, d'autant plus que le PAM et le RNI avaient déjà dit auparavant comme quoi ils sont pour. Ils sont pour. Donc, oui, je me suis dit, je suis optimiste. Je suis de toute façon de nature optimiste. Mais je suis optimiste là, étant donné que maintenant, il y a le gouvernement qu'il faut, on a ce qu'il faut, et puis les choses ont tellement évolué depuis un certain temps, il est temps de... Et c'est pour cela que je vais demander audience à M. Wahbi, ministre de la Justice, que j'ai vu, pendant ça a duré pratiquement 1 heure, et il m'a, en tous les cas, beaucoup... Et le ministre de la Santé, non? Non. Le ministre de la Santé, non. Et c'est ça que, justement... Peut-être qu'il c'est faudrait justement faire... ça. Mais écoutez, le ministre de la Santé connaît... je pense que... beaucoup de gens, dont le ministre de la Santé, et que je connais moi-même, que je connais moi-même, le ministre de la Santé. Et le ministre de la Santé connaît ce combat que je suis en train de mener depuis des décennies. Oui, bien sûr. Et donc, je suis en train de faire leur travail. Mais c'est à eux, justement, de faire ce travail. Parce que, croyez-moi, que l'État dépense beaucoup d'argent dans les problèmes des grossesses non désirées et les problèmes des avortements mal faits. Et que l'État, justement, et puis aussi dans la mortalité maternelle. Tout à fait. Vous savez, on réduit la mortalité maternelle en réduisant le nombre d'avortements clandestins. En tout cas, Chafik Charibi, merci beaucoup d'avoir répondu présent à cette invitation de Horatz. Je rappelle donc que vous êtes médecin, professeur en gynécologie obstétrique, et que vous êtes président de l'AMLAC et que vous militez contre les avortements clandestins et la dépénalisation des interventions médicalisées dans les cas où la santé, et avec un grand S, de la mère est menacée. Merci beaucoup. Merci, et j'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir pour plus d'avancées, Inch'Allah, sur ce dossier. Je l'espère aussi. Merci encore. Prie en Dieu. Merci encore. Quant à vous, mesdames et messieurs, cette émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur M24. Bonne continuation des programmes.